Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Vous le savez très bien, sur ce plateau, je suis accompagné généralement des confrères journalistes, des invités, ça dépend de la pertinence des sujets et surtout du décryptage et l'analyse qu'on veut faire sur ces sujets. Je salue la diaspora pour leur fidélité à ce plateau. Merci beaucoup pour vos messages qu'on reçoit constamment, c'est très appréciable et nous envoyons des ondes positives à cette diaspora malienne qui est par le monde. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai mon confrère Monsieur Bourema Soulo, il est journaliste blogueur. Soulo, bonjour, ça va? Ça va très bien, Fatoumata. Tu vas bien? Fadima, parce que chez vous, là, c'est la même chose, il y a beaucoup de dérivés. C'est accepté, il y a beaucoup de dérivés, ça va? Super. On fouine, on enquête, on regarde un petit peu ce qui se passe. Exactement, l'actualité est un peu confuse, mais voilà, on est en train d'essayer de voir clair dans un horizon un peu très assombri, nuageux, voilà. D'accord, on va essayer de mettre un peu de lumière ici sur ce plateau et aussi avec Monsieur Moussa Tembine, il est journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Moussa, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ouais. Un plaisir de pouvoir vous avoir encore une fois sur ce plateau. Merci pour la disponibilité, pour venir rajouter une expertise journalistique ici sur ce plateau. Ouais, je vous remercie. Et surtout merci, j'ai eu les retours de vos salutations sur votre plateau aussi sur Djoliba TV News. Oui, mais c'est un plaisir parce que je vous remercie. C'est quand même vous m'avez donné la parole et surtout vous nous avez aidé quand c'était encore plus difficile pour nous. J'ai passé plusieurs fois sur ce plateau. Ça permet aussi aux journalistes qui mènent des débats parfois de donner son opinion et puis sa connaissance sur la vie de la nation. Ça a été un plaisir et surtout, une fois de plus encore, tu as deux Dogons. Les deux grands personnes. Ah oui, aujourd'hui je suis bien entouré. Voilà, je me sens en sécurité. Et de Moussa Tembine aussi qui vient du même contrée. Parce que mon village est à 10 km du village de Soulo. Donc ça veut dire que j'espère qu'aujourd'hui, ce que nous apporterons, nous prions Dieu que ce soit quand même des informations qui seront nécessaires pour la population et surtout pour la vie de la nation. Merci. Voilà, comme les téléspectateurs savent très bien, voilà, on ramène les dossiers, on ramène des sujets sur ce plateau, on en fait un décryptage, on met en lumière un peu les sujets, les questions sur lesquelles vous vous posez chez vous, à la maison, voilà. Aujourd'hui, nous avons comme sujet la garde à vue de l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui a eu lieu le 12 août dernier. En deuxième sujet, nous avons également encore une histoire d'arrestation. Ces arrestations d'officiers, voilà, qui a eu grand bruit ici sur Bamako, beaucoup de mouvances sur le territoire malien. Troisième sujet, nous avons un sujet CNT, voilà, du vote de la loi sur les indemnités et les autres avantages alloués aux membres du Conseil national de la transition. Sujet régional, nous allons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'élection présidentielle, notamment la marche organisée par les partis d'opposition contre le 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur ce plateau encore une fois et nous prenons nos sujets. Premier sujet, garde à vue de l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Soulo, de quoi s'agit-il? Merci beaucoup Fadima. Effectivement, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga lance des fers, de la transition, l'ancien camarade de lutte des autorités de la transition, l'artisan du discours, le fameux discours de laisser en plein vol sur la tribune des Nations Unies, Choguel Kokala Maïga, qui l'aurait cru, mis en garde à vue par le pôle spécialisé de lutte contre la corruption, qu'on appelle ici le pôle économique et financier. Il a été mis à garde à vue le mardi 12 août dernier, suite à des multiples auditions, multiples convocations.
et comme on le dit en Bambara, Banamimbe Tagana Ati Tui. Donc, par finir, ils l'ont mis sous mandat de dépôt suite à un rapport du vérificateur, du bureau de vérificateur général de la République qui l'accable sur ces rapports, qui l'accuse d'avoir détourné des fonds au profit de sa personne, selon son avocat. Le mardi, il est arrivé vers 9h, mais il a été notifié, il n'a pas pu être auditionné jusqu'à 14h. Donc, les juges ou le procureur a quand même ses jeux de lui entre-temps, et parce que d'après l'avocat, les confrontations devaient avoir lieu depuis 9h, mais c'est jusqu'à 14h que le ministre, enfin l'ancien Premier ministre a été notifié vers 7h pour le placer sous mandat, enfin en garde à vue, sous mandat de dépôt. Je ne le souhaite pas pour l'instant, mais il était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que nous enregistrons cette émission, en garde à vue, parce que garde à vue aussi c'est 48 heures renouvelable sur une ordonnance du procureur. Et ici dans le communiqué de l'avocat, après peut-être qu'ils vont transférer le dossier sous le traitement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'est pas seul, il est accompagné de son ancien directeur de cabinet et au moins trois anciens directeurs de matériel et de finances de la primature. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'elle s'est défendu corps et âme, mais ce qu'il faut aussi un peu parler, est-ce que c'est un harcèlement politique qui vise l'ancien Premier ministre, l'ancien, comme je dis, artisan de cette transition, parce qu'il est quand même pour beaucoup de choses au départ de la communauté internationale du pays, notamment la MINUSMA, notamment la CEDEAO, notamment beaucoup d'autres acteurs qu'on appelle aujourd'hui malicieusement partenaires historiques ou anciens partenaires. Donc il a fait sa part dans la construction, entre guillemets, selon lui, du pays. Il a fait sa lutte pour la souveraineté du pays. Et aujourd'hui, quand il a commencé à parler contre cette même transition, parce que le président de la transition s'est vu octroyer 5 ans renouvelables jusqu'à la stabilisation du pays. Donc ce que le Congo Maïga, comme vous l'avez entendu, a fait une sortie musclée pour parler d'une sorte d'alliance avec les terroristes qui auraient dicté ou qui auraient, selon lui, qui ont gagné sur le Mali, parce que si on dit que jusqu'à la pacification du pays, et si les terroristes ne veulent pas cette pacification, ce qui veut dire que le pouvoir actuel va continuer jusqu'à quand? Donc il s'est posé cette question, est-ce que c'est ça qui dérange au niveau politique, ou est-ce que réellement l'ancien Premier ministre, là aussi il s'est défendu dans des vidéos où il a dit, il a été auditionné plusieurs fois et qu'il n'y a pas eu d'irrégularité particulière. Et il a dit, là où il n'y a pas eu d'audition, c'est les 3 mois ou les 4 mois où il était malade, on n'a pas auditionné ça. Il avait renvoyé la balle au niveau du bureau de vérificateur général pour aller dire, donc au lieu d'acharner sur moi, auditionner d'abord ces 3 mois où j'étais absent, donc après on va voir. Et le vérificateur, le bureau aussi a renvoyé la balle à Choguel pour dire non, répondez sur le fond, pas sur la forme, ou répondez sur ceci ou non sur cela. Donc on a vu des ping-pong. On savait que sa dernière convocation allait être quand même soit sous mandat de dépôt, soit garde à vue. Bon, garde à vue aussi, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas pu vous avoir, au lieu d'aller et revenir. Donc on vous garde, demain on va commencer tôt. Tout est possible, mais quand même on peut se poser des questions en tant qu'observateur de la chaîne politique, en tant que journaliste, se poser des questions, le moment choisi pour le mettre en garde à vue ou pour le convoquer. Parce que est-ce que si Choguel était muet et restait muet sans s'immiscer dans ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il serait aujourd'hui convoqué devant la justice, ou est-ce que c'est la marche normale de la justice? C'est des choses à voir, mais quand même, les observateurs les plus avertis nous ont répondu que c'est parce qu'il commence à parler, il faut le faire taire rapidement
c'est ça. Mais dans des procédures comme ça, nous les journalistes, on n'est pas partie prenante, on n'est pas partie concernée dans l'affaire. On peut amener nos jugements là-dessus. En tout cas, on estime que jusqu'à présent, il est, comme le dit son avocat, Choguel Kokala Maïga est présumé innocent jusqu'à sa condamnation. Et il bénéficie tous les égards, comme il a dit, du pôle. Donc on espère qu'il va rentrer bientôt à la maison. On verra tout ça de très près. Voilà, et on va suivre ça de très 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 près. Merci beaucoup, Soulo. Moussa, par rapport à cette affaire-là, de la garde à vue de l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, notamment les charges. Les charges, on ne s'y attendait pas trop à ça, au vu de la sortie, des sorties, même on dirait, médiatiques qu'il a pu faire. Ok, je vous remercie encore, surtout je remercie mon confrère Soulo qui est là, puisqu'on parle de l'ancien Premier ministre, on parle des charges, puisque vous le savez, Soulo l'a évoqué. Dans l'une de ses dernières sorties, lui-même s'est posé la question, est-ce que c'était un acharnement? Parce que pour quelqu'un qui a passé déjà le flambeau le 25 et le 27 déjà, le vérificateur débarque dans les bureaux pour auditer sa gestion. La gestion de 2020 à 2024, au 30 novembre 2024. Et là, quand vous regardez, là où aussi il s'est posé la question, c'était par rapport à la gestion de 2020, où il dit la gestion de son prédécesseur lui a été imputé. Peut-être là le dollar, parce que tout le monde sait déjà en 2020, il n'était pas encore Premier ministre, puisqu'il a été investi le 7 juillet 2021. Et les gestions de l'AGEPO de 2020 lui ont été imputées. Après ça, encore, on parle des 3 mois, peut-être 3 mois et demi, comme vous l'avez dit, où son intérimaire a assuré l'intérim. Peut-être par pure coïncidence ou par oubli, ces 3 mois n'ont pas été audités. Et là aussi, s'est posé la question, pourquoi auditer, puisque lui, en tant que Premier ministre, et l'autre était seulement qu'un intérimaire, pourquoi ne pas auditer ces 3 mois-là? Pourquoi c'est un oubli ou bien, bon, il s'est posé pas mal de questions. Et à la fin, il a très bien dit qu'il a entièrement confiance à ses collaborateurs. Et il sait qu'il n'y a aucun problème dans sa gestion. Et quand vous prenez le rapport du vérificateur général, ça fait à peu près 14 pages. Et de quoi, comme vous l'avez dit, de quoi il s'agit? Là, il s'agit encore de la gestion à la primature. Quand vous prenez, c'est à peu près un montant qui va jusqu'à dans les 50 milliards et quelques. La première année de 2021, qui s'est élevé à peu près à 50 milliards 840 millions 808 et quelques de francs CFA, dont 20 milliards 459 millions 297 888 francs lui ont été alloués en 2021. Et vous imaginez déjà en 2022, sur ça encore, on l'octroie encore 12 milliards 924 millions 144 911 francs en 2022. On revient encore dans l'achat de 2023, comme vous le savez, là, on l'octroie encore, là, 13 milliards 286 millions 304 920 francs. Et en 2023, ça c'est en 2023, et en 2024, c'est 4 milliards qui sont alloués. Donc ça veut dire, chaque année, le budget du fonctionnement, on le réduit. Donc, lors de la dernière année qui est en 2024, un budget qui était alloué à peu près, je vous l'ai dit au début, qui est à 20 milliards, vient se retrouver à 4 milliards. De 20 milliards, ça baisse à 4 milliards. À 4 milliards pour l'année dernière. Et ça a été très clair dans le truc, même le Vega l'a dit, ça veut dire, quand vous regardez, ça veut dire les fonds vraiment de la primature est exécuté par le DAF. Donc là, quand vous prenez ce rapport du vérificateur, je parle du rapport parce que les questions judiciaires, je ne veux pas parce que le rapport elle est public. Tout à fait, et tout le monde peut aller la regarder. Et quand vous prenez ça, vous verrez encore que là, on l'accuse sur 2 volets. Ça, c'est le volet filet social et le fonds de souveraineté.
Et là, le fonds de souveraineté et le volet social, là, je pense que ça, c'est à la discrétion du Premier ministre. Je pense qu'à un moment, si je me rappelle très bien, la loi 2016. Elle est protégée sur loi. Elle est protégée, oui, c'est une loi. En 2016, par rapport à Boubé, je pense que les DAP de Boubé ont été accusés de la même façon. On dit qu'ils ont utilisé les fonds à des fins. Mais quand ils sont allés au procès, je pense en 2025, ils ont été déjà acquittés par rapport à ça. Il y a une note qui est sortie pour leur dire que, bon, voilà, selon la loi. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une loi qui encadre en fait ces filets-là. Donc, voilà les charges qui lui sont accusés. Et dans la vidéo, il a dit qu'il a entièrement confiance à ses collaborateurs. Parce que pour lui, aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à faire à la primature sont adossés selon les lois. Et Soulo l'a dit, une première fois, il a été convoqué, il est parti, il a été auditionné pendant plusieurs heures, de 9h jusqu'à 18h, il est rentré chez lui. Et maintenant, à la grande surprise, Soulo l'a dit, nous venons de voir un communiqué de son avocat qui dit qu'ils ont été appelés pour aller pour la confrontation avec ses collaborateurs. Ils sont là-bas de 9h et à 14h, 15h, on vient le notifier. Non seulement il n'y a pas eu de confrontation, et on vient les notifier la garde à vue. Tous. C'est les 3 DAF, plus son ancien directeur de cabinet. Et là aussi, les gens se demandent, parce que l'ancien directeur de cabinet qui a fait 1 année, donc le dernier n'a pas été convoqué. Bon, tout ça, peut-être c'est des trucs administratifs. Mais il est là-bas, il est mis à garde à vue. Maintenant, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Comme lui-même il a dit qu'en Afrique, on utilise les structures de vérification de l'État pour intimider ou faire peur aux leaders politiques. Et que si c'est ce qu'ils pensent, ils se trompent de personne. Surtout en 20e siècle, surtout au moment où eux, ils ont amené la rectification. C'est-à-dire pour eux, ils se reprochent de rien et rien ne va l'empêcher vraiment de parler quand ils voient que ça ne va pas. Parce que pour eux, cette transition-là, c'est leur bébé. Et à chaque fois que ça, il dérive, il y a le devoir pour eux vraiment de redresser et ça. Donc, comme Soulo l'a dit, pour beaucoup de personnes, est-ce que ce n'est pas des tentatives pour le faire peur ou pour le faire taire? Parce que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique, puisqu'on ne parle plus des partis politiques qui ont été aussi malheureusement dissous, aujourd'hui, toutes les voix qui s'élèvent, Mara, le cas de Mara aujourd'hui, c'était les deux quand même qui alertaient le plus. Lui aussi, il a été impliqué pour un tweet aujourd'hui, il se trouve derrière. Maintenant, qu'est-ce que cache la garde à vue? Ça, c'est la question judiciaire. Peut-être j'aurai le temps de revenir peut-être de plus en compte dans les 2 citations qui l'intéressent, avec des documents peut-être. D'accord. Vous avez rajouté l'aspect de l'ancien aussi Premier ministre Moussa Mara par rapport à ça. Quel horizon politique? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, l'horizon politique pour le Mali par rapport à ces arrestations, à des grandes têtes quand même. C'est des gens qui occupaient pas mal de postes ministériels et aujourd'hui qui ont été jusqu'à au-delà de simples leaders politiques, anciens premiers ministres. L'horizon politique malienne aujourd'hui, qu'est-ce que ça présage de bon, de mauvais? Est-ce que ça rentre même dans une démarche réellement de réconciliation nationale? Bon, est-ce qu'ils ont une vision politique claire et même? Parce que, sachant que tous les actes qu'ils posent, c'est purement politique. Que le général Abdoulaye Maïga quitte le Mali pour aller au Japon ou à Turkménistan, c'est politique. Que Assimi aille faire un don alimentaire, c'est acte politique. Que Assimi prenne la parole pour envoyer un message à qui que ce soit, c'est un acte politique. Donc, il n'y a rien qui est apolitique dans la gestion d'un pays. Mais aujourd'hui, quand une figure anciennement politique veut parler, on oublie son côté citoyen, on dit « Ah, il était un homme politique, il utilise le langage politique, donc il nous défie. Donc il faut le faire peut-être taire. » Donc c'est ça en fait. Donc l'avenir politique, comme tel qu'on le voit aujourd'hui, moi je ne vois aucun avenir parce qu'il n'y en a même pas. Parce qu'on nous fait croire qu'on a dissous les partis politiques, on est en train de travailler sur une nouvelle charte qui va instituer le rôle et les fonctionnalités des partis politiques, mais jusqu'à quand
on aura cette charte-là. Et qui est derrière cette charte? Donc, c'est ça en fait. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que façon dont on va aller dans une sorte de jungle où la force seulement va régir. Vous allez vous taire ou vous allez vous taire. On va aller dans ce sens-là. Donc, et si nous qui sommes la presse, on doit jouer notre rôle. Notre partition, c'est quoi? C'est de ne pas accepter. Parce que, quand même de rien, la politique, la presse, c'est une des composantes de la politique. Il n'y a pas de presse sans un espace public libre. Il n'y a pas de presse sans un espace démocratique. Donc, si la presse laisse ce côté où on empiète, on restreint l'espace public, l'espace civique. D'accord. Non, je viens parce que c'est très important, Fatima. Vous êtes responsable de la presse. C'est pourquoi vous voulez passer là. Je vous interpelle parce que c'est important. Il faut que vous nous aidez, nous les journalistes de terrain, nous les journalistes reporters. Pour l'instant, le sujet concerne l'ancien président. On va revenir là-dessus. Vous voulez rajouter cette parenthèse avant? Je vais parler de l'horizon. Je vais vous montrer l'horizon. Oui, l'horizon politique. Sans presse, sans politique, il n'y a pas de presse. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Parce que aujourd'hui, mine de rien, nous les reporters de terrain, on a problème à avoir des éléments. Parce que effectivement, 80 ou 60 à 70% de nos activités, de nos couvertures, quand même, c'est politique. Donc aujourd'hui, à ce niveau, on a un problème. Donc aujourd'hui, la presse aussi doit jouer pour que cette horizon sombre qu'on ne voit pas, qu'on voit clair, pour que demain on dise, la presse aussi a joué au moment où ça n'allait pas. D'accord. Merci beaucoup, Soulo, pour ce petit tac, on dira même clairement. Hein. Je reviens sur, vraiment à fond dans ce dossier concernant l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Les gens se sont posé la question, pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, des soupçons de atteinte au crédit de l'État? Parce qu'il a fait quand même des sorties, et des sorties très violentes en plus. Vous savez, Fadima, connaissant le docteur Choguel Kokala Maïga, ce n'est pas un apporteur sur la scène politique. C'est quelqu'un qui mesure la portée des mots, chaque mot qu'il dit, il mesure la portée. Et surtout quand les derniers sorties, comme les gens le disent, c'est juste un rapport, puisque je vous ai dit, c'est un rapport qui est rendu public. Et quand vous constatez lors de la sortie, le côté judiciaire, il ne s'est même pas mêlé. C'est juste, il a juste tenu à préciser, à donner des précisions par rapport à certains aspects que le vérificateur a dit. Si vous me permettez, il y a un petit document ici, peut-être je vais vous faire une petite lecture sur certains aspects par rapport à ce dossier. Quand vous prenez la vérification de la gestion de la primature ciblée et concernant exclusivement la gestion de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, et dans ce rapport, il est dit que quand vous prenez ce rapport, il est bien dit que quand le vérificateur est venu, il y a des paragraphes où le vérificateur a même fait des confusions, par exemple. Par exemple, quand on dit un Premier ministre voyage, pour eux, on parle de per diem, parce que là, on parle de per diem, parce que des per diem qui ont été pris et qui peut-être qui ne sont pas... Des mission. Non, per diem, oui, des per diem, comme on le dit. Okay. Là, on confond peut-être la mission du Premier ministre à un simple fonctionnaire. Parce que quand là, la loi est très claire, là, un Premier ministre, quand il voyage, on ne parle pas on parle du budget. Et quand on parle du budget, ça veut dire on parle là, ça veut dire des besoins selon. Donc le budget n'a pas une somme limitée. Maintenant, quand vous prenez ça, vous voyez dans le rapport, on dit peut-être ce budget là où bien le fonds de souveraineté a été alloué à certains trucs. Quand vous prenez ce même rapport, là encore il revient, il dit encore ici qu'il a été vérifié plusieurs fois et de suite, même avant ce gouvernement. Et qu'à chaque fois que les vérificateurs sont passés, par rapport à sa gestion, il n'y a rien eu. Et là, encore, le rapport va est plus loin. Ils disent quand vous prenez la gestion par rapport au per diem, comme ils le disent, le rapport des trucs, c'est dit le Premier ministre ne rentre pas en contact directement avec les sous. Ils établissent les besoins du voyage qu'ils envoient, ils imputent au ministre des Finances. Maintenant, c'est le ministre des Finances qui peut regarder. Oui, mais c'est avec son aval quand même. Oui, non, c'est avec son consentement. Oui, il est au courant de tout ce qui se passe. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire quand ils font le besoin, par exemple, ils envoient ça au ministre des Finances. Maintenant, c'est au ministre des Finances de regarder la communauté de la chose. Est-ce que les besoins exprimés pour ce voyage, est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce que les ressources nous permettent de financer ce voyage?
Sinon, maintenant, le ministre des Finances émet un non-refus par rapport à ça. Maintenant, si le ministre des Finances trouve que comme la demande faite, les ressources sont disponibles, ça permet de financer, lui, il donne son accord. Essentiellement que maintenant, la DAF rentre en action. Prend les dossiers maintenant, envoie ça maintenant au Trésor, il récupère les fonds pour venir donner ça maintenant au récepteur. C'est comme ça, c'est pas comme un fonctionnaire qui parle. Mais vous pensez qu'une institution comme le vérificateur n'arrive pas à faire la différence entre l'écriture et la prononciation des termes, parce que c'est quand même fort là. Oui, ça c'est fort, mais quand vous demandez des charges, jusqu'à présent, on n'a pas encore notifié des charges. Oui, il y a des sous-sorts. Voilà, parce que si à l'issue de sa garde à vue, quand il sortira, si on le met sous mandat de dépôt, on va dire, on vous met sous mandat de dépôt pour les chefs d'accusation sortent en ce moment. Pour l'instant, ce n'est que partie audition. On est en train de... Non, je parle du rapport. Non, je parle seulement des chiffres du rapport. Comme Fadima, sa question c'était ça. Non, c'est pas de ça. Moi, je parle du rapport. Ce que le rapport a dit. C'est pas vous rectifier. Ce n'est pas vous rectifier. Mais au départ, Fadima... Oui, parce que certains citoyens s'attendaient notamment à avoir un truc de soupçon sur les crédits de déstabilisation. Donc, pour l'instant, tant que les charges ne sont pas définies, ça veut dire que ce n'est pas encore écarté. Les charges pour lesquelles il est convoqué quand même, c'est la corruption pour l'instant. Par rapport à la corruption. Voilà. Parce qu'on dit, non, on parle d'irrégularité financière en fait. Oui, dans la gestion, c'est ça. On parle d'irrégularité financière et on parle qu'il y a d'autres ressources qui ont été prises sur d'autres budgets pour financer. On parle d'éligibilité en fait. On parle d'éligibilité, comme je vous ai dit, il y a le filet social par exemple, on dit le filet social a été utilisé pour des fins éligibles. Comme je vous ai dit, dans le rapport, ça a été dit, on parle du prytanée militaire, donc il aura à mettre de l'argent. Après, on parle encore de l'entretien de la primature par rapport aux désinfectants. Dans le rapport, c'est là, et encore, on parle encore de ça qu'il a pris le filet social pour et payer la bourse d'un de ses collaborateurs. Donc, il y a tout ça dedans. Mais alors que même quand vous prenez ça, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas une loi aujourd'hui qui encadre comment gérer ce filet social-là et le fonds de souveraineté. Quelles sont les limites? Voilà. Mais là, c'est à la discrétion du Premier ministre, toujours. Et du président, de l'Assemblée nationale. Et du président. Parce que là, c'est à leur discrétion. Ouais. C'est dans des fonds qui sont alloués à leur discrétion. C'est à eux de voir pour quelle fin ils peuvent utiliser vraiment ces fonds-là. Donc, il y a tout ça. C'est ce qu'il a essayé de démontrer et montrer que pour sa gestion, lui, vraiment, il est serein, il est calme et il est sûr et certain qu'il n'a fait aucune erreur dans la gestion donc de ces fonds. Donc, il a entière confiance à ce. Donc, maintenant, au niveau de la confusion, vous savez que son avocat, maître Cheikh Oumar Konaré, c'est un procédurier. Donc, cet avocat est spécialiste en matière de procédure. C'est-à-dire, lui, il détecte les vices des procédures. Si ce que Moussa est en train de dire est vrai, il peut y avoir non-lieu quand on l'envoie devant le juge. Parce que, comme on vous l'avait dit, ça peut arriver, même à des grandes institutions, de pouvoir mélanger les pédales, parce que souvent, vous allez trouver que des documents sont préparés ailleurs. On dit, vous sapotez ça parce que c'est votre rôle. Nous, on veut vraiment mettre cette personne sous truc, mais ça arrive parce qu'on est en politique, ça arrive, c'est parce qu'on est face à l'État. Si l'État veut faire taire à n'importe qui, l'État a tous les moyens. Par exemple, venir chez moi avec des drogues, et moi, en faisant en essayant de me fouiller autres, ils vont sortir un sac rempli de drogue chez moi pour dire que c'est moi qui ai caché, ils ont venu trouver ça, alors que c'est eux-mêmes qui viennent avec ça. Ça, c'est l'État. Dans tous les pays du monde. L'histoire l'a démontré. Voilà, dans tous les pays du monde, l'État est comme ça. Donc, l'État peut fabriquer ces documents, sapoter par la structure légale qui est là. Et peut-être que celui qui a fait ça, peut-être qu'il peut mélanger. Je n'ai pas vérifié ce que Moussa est en train de dire. Je vous donne ça un document. Mais si c'est le cas, je suis sûr et certain que Maître Cheikh Oumar Konaré... Je vous donne juste lecture d'un des paragraphes, même émis peut-être par les collaborateurs du PM qui a été diffusé largement aussi dans les trucs. Quand vous voyez dans ce paragraphe, là où quand il dit quand une dépense est éligible et inéligible, ce sont des spécialistes en matière comptable, trésoriers payeurs qui rejettent le mandatement. Or, aucun mandat n'a fait d'objet de refus
du paiement de leur part. Et là, ils viennent ici, encore ils vont plus loin. Ils disent au titre du fonds de souveraineté, le constat est le paiement irrégulier des dépenses de souveraineté du Premier ministre. Alors qu'il s'adosse ici, il dit ici le constat est battu en brèche. Le paiement des dépenses de souveraineté des missions du Premier ministre n'est pas irrégulier. En effet, l'article 5 du décret numéro 016 et du 2016-001-PRM du 15 janvier 2016 fixe les conditions et les modalités d'octroi et d'indemnité de déplacement des missions stipulées. Les missions effectuées à l'intérieur et à l'extérieur par le chef d'État, le Premier ministre, font l'objet d'une prise en charge totale sur les bases du budget présenté au ministre chargé du budget. Donc c'est très clair. Donc là, on les accuse, c'est ce que j'ai dit, parce que dans le rapport, on accuse le Premier ministre, surtout des paiements, comme je dis, des voyages à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, c'est ce que je viens de dire, c'est là où ils ont démontré que les voyages, ils confondent le voyage du Premier ministre à un simple fonctionnaire. Et là, quand on parle de budget, donc ça veut dire que c'est selon les besoins. Et là, il n'y a aucune loi qui encadre vraiment ces trucs-là. Donc je pense que, comme Soulou l'a dit, c'est une bataille juridique qui vient de commencer. Surtout les collaborateurs qui ont eu à travailler, puisqu'on connaît déjà la composition du cabinet, c'est des juristes, c'est des anciens juristes, c'est des anciens comptables financiers qui sont là, donc qui ont travaillé sur la base de l'art, comme il a dit. Il ne s'est jamais mêlé de la gestion. Comme il proprement dit, il a toujours demandé à ses collaborateurs de faire tout selon la loi. Et il a entière confiance à ces gens. Et jusqu'à preuve du contraire, comme Soulou l'a dit, c'est la présomption d'innocence qui prévoit. Mais au Mali, nous avons la latitude de condamner quelqu'un alors que la justice ne l'a pas fait. Et que là aussi, il faut que les gens comprennent, le procureur est sur le pouvoir du ministère de la Justice, qui est un poste politique et qui est différent du juge. Le procureur peut te prendre, te mettre en garde à vue ou bien te mettre sur un mandat de dépôt. Et quand le dossier sera transmis devant le juge, seul le juge a le pouvoir de condamner une personne. Et au Mali, malheureusement, on n'arrive pas à faire la différence entre, non seulement, comme on l'a dit, le mandat de dépôt, les gardes à vue, parce que pour les gens, si tu es sur le mandat de dépôt, ben, tu es garde à vue, tu es déjà condamné d'office. Alors que, après toute cette procédure-là, la personne peut être acquittée, peut avoir même un non-lieu. Donc tout ça peut arriver. Donc je pense qu'il est temps que, comme Soulou l'a dit, nous sommes dans des questions politiques, comme on peut le dire, hein, parce que quand même, après tout ce qu'il a dit, on peut penser que on essaie de le faire taire, on essaie de le faire plier, parce que Soulou l'a dit, c'est quelqu'un qui a été quand même le pilier de cette transition. Au moment, les premières heures de la transition, quand même, c'était quand même le pilier. Soulou l'a dit plusieurs mots, il y avait l'abandon en plein vol, il y a le monnaie baudin, il y a tout ça. Et encore de plus, dire encore qu'il avait prévu ça. Parce qu'il a dit, une fois, je me rappelle, lors d'une semaine gouvernementale, il a dit, le pouvoir, il faut que nous faisions vite et que nous partons tant qu'il est temps. Parce que le message patriotique peut rassembler 1 année, 2 ans, 3 ans, après ça, il est caduc. S'il n'y a pas de développement, ceux qui nous applaudissent prendront les pierres pour nous chasser. Il a dit en tout cas. En tout cas, ce sont des grandes questions qu'on se pose. C'est un dossier à suivre de très très près. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà. Donc la grande question pour nous, hommes, femmes de médias, et pour aussi certains citoyens, c'est de savoir est-ce que ce dossier, cette situation est justement une affaire de détournement ou de soupçon ou réellement avérée ou pas, ou l'affaire est tout simplement politique. La grande question, on va le suivre. On aura des réponses par les jours, les semaines, les mois à venir. Nous allons à notre deuxième sujet, téléspectateurs de Mandé TV. Il s'agit de cette discussion qui a enflammé notamment les médias, les réseaux sociaux, les familles, les grains, sur l'arrestation de pas mal d'officiers de l'armée quand même, hein, voilà. Les citoyens s'attendaient à un communiqué qui jusque-là n'est pas encore effectif. Moussa, vraiment, on peut jeter un petit peu de lumière par rapport à cette histoire qui semble être quand même assez floue. Bon, vous savez, cette histoire jusqu'à présent est floue. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun communiqué des responsables de ce pays-là. Ça veut dire, d'habitude, nous avons vu, quand il y a ces gens de rumeurs, le gouvernement, il communique, ils mettent la lumière sur l'affaire. Mais jusqu'à présent, c'est sur les réseaux sociaux que ça se déballe.
c'est dans les grains, c'est dans les couloirs, les bruits de couloir. Personne n'a la certitude. Aucune source ici, comme on a l'habitude de le dire, ne confirme. Mais par ailleurs, ce sont peut-être des confrères qui sont à l'étranger qui ont des fois qui disent telle chose. Nous avons des confrères à l'intérieur qui démentent. Et après, ça revient, ça tourne. Le gouvernement, elle est restée muette. Et c'est ce que nous avons toujours déploré, parce que ce genre de question qui est très sensible aussi, puisqu'on parle d'arrestation quand même des officiers qui sont connus. Donc, jusqu'à présent, de samedi, je pense que les choses ont commencé à débuter, d'après certains, depuis le jeudi, d'autres parlent de jeudi, d'autres parlent de vendredi, d'autres parlent... Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'arrive pas à donner un communiqué pour démentir ou pour affirmer. Maintenant, ceux qui s'empressent pour démentir et après ils reviennent sur leurs paroles aussi, sont des gens qui sont connus, qui sont très proches des autorités de la transition. Bon, quand quelqu'un est très proche de quelqu'un, quand il le dit, ben, les gens savent que ce sont des gens, quand ils annoncent quelque chose, c'est ce qu'ils prévoient. Parce qu'on a l'habitude de le dire. Quand on veut faire quelque chose, que la dissolution des partis a été annoncée par ces mêmes gens-là, par finir, ça s'est fait. Donc, à chaque fois que l'État veut passer, que ce sont eux qui annoncent, c'est sur les réseaux que nous apprenons 48 heures, 24 heures après, ça c'est avéré que cette action arrive. Mais pour le moment, puisque j'ai dit, c'est une question qui est très sensible, parce qu'on parle des officiers qui ne sont pas n'importe qui dans l'armée, qui ont des poids, qui sont connus. Donc, mais jusqu'à présent, l'État aussi n'arrive pas jusqu'à présent à nous fournir un communiqué sur lequel la presse peut se baser aujourd'hui pour parler. Bon, quand tu es journaliste, c'est vrai qu'il y a des sources, et ces sources aussi, quand tu essaies d'avoir des informations, là aussi c'est scellé. Donc pour aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui c'est devenu compliqué, et c'est dommage parce qu'il ne faut pas toujours laisser la rumeur prendre le dessus. Parce qu'au Mali, c'est ça, parce que quand la rumeur circule, ceux qui doivent en parler parleront, ceux qui ne doivent pas parler parleront, et par fini, les rumeurs vont arriver à un certain niveau où personne ne pourra la canaliser. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être comme aujourd'hui c'est mercredi, le fameux conseil des ministres est là, peut-être à partir de... On est là, jeudi. Jeudi plutôt, je veux dire. Donc le truc là, on attend. Hier, je pense que le conseil des ministres a eu lieu. Peut-être après concertation aujourd'hui, on aura peut-être un communiqué à main, ou peut-être ils vont laisser encore, comme ils ont l'habitude de le dire, laisser les gens balader avec les rumeurs quand nous serons fatigués, et peut-être après on aura la vraie version de la situation. Merci beaucoup, Moussa. Soulo, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas quelque chose d'assez probant, un élément assez clair, précis, mais voilà, les gens décrivent beaucoup, hein, les citoyens décrivent surtout cette absence d'éclaircissement vis-à-vis de la transition. Est-ce que quelque part, ça ne va pas un peu entacher cette gouvernance En tout cas, c'est la différence entre la démocratie et l'antidémocratie. Donc, je ne sais pas si l'antidémocratie, c'est quoi, mais c'est en tout cas les Maliens le voient depuis, le vivent depuis le week-end fin de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Les Maliens le vivent parce qu'en démocratie, quel qu'en soit alpha, on communique. En démocratie, quel qu'en soit alpha, les journalistes ont des informations. Aujourd'hui, les journalistes se posent les mêmes questions que les simples citoyens. Personne n'a une bonne information pour donner à qui que ce soit. Qui que ce soit, vous demandez l'information à vos sources, on vous dit ce que vous avez déjà entendu parler dans les rues, dans les groupes WhatsApp et autour là. Donc c'est ça vraiment le danger. Et ce danger, ce n'est pas pour le citoyen, ce danger c'est pour les dirigeants. Quand un dirigeant n'arrive pas à communiquer dans une situation bien déterminée, c'est un danger pour lui-même. Donc nous, en tant que professionnels des médias, en tant que journalistes, ce n'est pas ça, cette situation. Par exemple, si on avait déjà l'information depuis le début de ce qui se passe dans les grains ou dans les médias internationaux, ici, on pouvait traiter ça autrement. Par exemple, si il y avait eu... Justement, que c'est aussi, ça rentre dans l'ordre de la guerre informationnelle. Exactement. Tous les grands médias ont parlé. Tous les grands médias ont parlé. Alors qu'à l'interne, aucun média national ne peut parler de cette situation parce qu'aucune information officielle, parce qu'on nous a dit de travailler seulement avec des informations officielles. Bien que
en journalisme, dans les écoles de journalisme, les informations venant des officiels, c'est vraiment pas toujours des bonnes informations. Justement, est-ce que vous pensez aussi que ça va être un impact, parce qu'aujourd'hui, les grands sujets, c'est la guerre informationnelle. Mais puisque, c'est ça, c'est surtout ça. Et Soulo vient de le dire. Pas du vous savez, nous sommes dans un régime qui ne dit pas son nom. En fait, c'est ça la vérité. Et c'est ce que je rejoins Soulo. Parce qu'on nous a fait croire que nous sommes dans un semblant de démocratie, alors que nous sommes dans un régime totalitaire. Tu parles tout de suite quelque chose, qui tu as même l'information qui est avérée, qui est avérée vraiment, que tu as l'information, que tu es sûr que la source dont tu as te donne l'information crédible aujourd'hui, qui ne plaît pas au prince du jour aujourd'hui, tu as des problèmes. Parce que ce sont des vidéomans qui sortent, qui t'insultent de père de mec, qui te traitent de tous les noms que tu peux connaître, d'Israël que tu connais. Mais aujourd'hui, la presse nationale, comme on le dit, est restée silencieuse. Aujourd'hui, c'est les presses étrangères qui traitent cette information. Même aujourd'hui, ceux qui sont censés donner l'information, ceux qui sont au Mali ici ne peuvent pas le donner. Seulement peut-être ceux qui sont à l'extérieur, nous-mêmes, nous tenons les informations d'eux. Parce que, comme je vous ai dit, la chose est tellement sensible que même si tu as les informations, tu n'oses pas les donner parce que pour le moment, tu attends à ce que les voix les plus autorisées communiquent pour que tu puisses traiter l'information selon leur dire aussi. Hein. Parce que même si tu ne peux pas l'encontre, si tu les dis, c'est à tes dépens. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, ça veut dire que tout le monde est muselé. C'est pour ça que je reviens sur l'eau. Sans la démocratie, il n'y a pas de presse. Sans les partis politiques, il n'y a pas de presse. Parce que là, c'est ce qui fait la beauté de la démocratie, en fait, comme on le dit. Parce que ici, au temps d'Ibeka, au moins, les opposants sortaient. Les opposants sortaient pour dire il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc pour éveiller. Mais aujourd'hui, tout est fermé. C'est-à-dire, tant que ça ne sort pas, tu n'oses pas. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, parce qu'on ne sait même pas ce qui va se passer. Parce que tu es obligé de te limiter à ce que tu as. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui, que la presse puisse vraiment jouir vraiment de cette liberté-là, comme on le dit. Cette liberté-là, vraiment, aujourd'hui, elle est restreinte. Donc, tu es obligé vraiment d'attendre le communiqué final des autorités. Et cette communiqué-là tarde à tomber. Et puisque ça tarde à tomber aujourd'hui, c'est une menace, comme on le dit, pour eux-mêmes. Parce que là, tous les citoyens se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche le communiqué de sortir? Parce qu'on nous avait promis un communiqué, après, rien. Jusqu'à présent, plus d'une semaine, les rumeurs ne font qu'accroître. Chaque jour, c'est un nouveau dossier qui sort. Et jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à traiter cette information. Et je pense que ça, c'est très dangereux. D'accord, moi je vais quand même répondre sur ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas d'accord puisqu'on vive un État totalitaire, puisque moi, je suis de ceux-là qui croient que jusqu'à présent, la presse malienne fait son travail, même si on n'a pas de matière. On n'a pas beaucoup de difficultés quand même. C'est ce que je dis. Parce que quand on n'a pas matière, quand un journaliste n'a pas de matière, c'est vraiment l'une des plus grandes difficultés qu'il vit. Mais maintenant, aujourd'hui, de là à parler, c'est vrai, la presse a été mise de côté au détriment de ce qu'il vient d'appeler vidéoman pour faire le travail. Mais je crois que la presse malienne est en train de revenir petit à petit sur la table parce que la dernière fois, quand il devait avoir la remise de la charte, on a appelé la presse. Et moi, ceux qui ont participé à je crois que c'est un atelier de 2 jours ou 1 jour, il n'y avait pas de vidéoman. Il n'y avait que des journalistes. Donc là, certains ont applaudi cet aspect de fait. Donc, de fait, à quel but? Parce que, voilà. Donc maintenant, ceux qui géraient ça, la communication, quand même, sont des professionnels. Oui, mais malgré tout ça, on savait que ça dépend. C'est déjà un bon début. Oui, voilà. Donc maintenant, du coup, moi, ce que je dis quand même, du fait l'absence d'une information officielle, parce que vous dites aux journalistes de travailler avec l'information officielle et on n'a pas d'information officielle. Et moi, je suis obligé de croire à ce que la RFI me dit. Je suis obligé de croire à ce que TVC Monde me dit. Je suis obligé de croire à ce que la France 24 me dit. Parce que de mon côté, moi, mon gouvernement ne communique pas. Mes autorités ne communiquent pas. Donc, le vide, c'est qu'on a dit, la nature a horreur. La nature a horreur de vide. Et s'il y a un vide, il y a quelque chose qui s'envahit. Et aujourd'hui, c'est des informations qui viennent de l'extérieur qui nous disent ah voilà, tel est arrêté, tel est en liberté, tel est en ceci, tel est en cela. Ça, c'est pas bon pour la presse nationale. Donc, il faut quand même, au minimum, même si c'est un petit point de presse, pour appeler la presse pour dire voilà, la situation, c'est calme. Il faut... Parce qu'aujourd'hui, on a la peur au ventre pour pouvoir s'aventurer dans Bamako. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on va se trouver entre
ACI et entre D'accord, Moussa, donc il faut vraiment que cette communication, ces communiqués arrivent pour nous assurer et c'est au bénéfice, à leur bénéfice. D'accord, le message, je pense, est bien passé aussi par la même occasion. Voilà, nous allons à notre prochain sujet, téléspectateurs demandés TV. Il s'agit du CNT. Voilà. La loi a été votée en date du 7 août dernier sur les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de la transition. Ce sujet a fait grand bruit aussi, quelque part. Moussa, vous pouvez revenir un petit peu là-dessus pour éclairer davantage? Oui, ce sujet avait fait beaucoup de bruit et je pense que c'est pas beaucoup de bruit parce que, comme nous l'avons dit dès le début, le CNT avait voté une loi à leur sein. Ils avaient envoyé ça au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est dû parce que l'ancienne Assemblée avait même pris cette même loi pour les frais d'indemnité. Donc après cette transition-là, comme on l'a dit, le Végal a montré qu'après vérification qu'il y a eu des détournements, que d'autres n'avaient pas compris, pensant que c'était le régisseur, le président de l'Assemblée qui avait détourné ces fonds-là, alors que ces fonds-là n'ont pas été détournés. C'est une loi qui a été votée en plénière par les députés de l'Assemblée, mais qui n'a pas été promulguée. Donc c'est ce qui a fait que la légalité n'y était pas en fait. Donc ça a fallu la prison à Diarasoba et à Isaac Sidibé en ce temps. Donc, c'est tous oui, en ce temps, c'est ce que je dis. Donc, jusqu'à ce que. C'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. Jusqu'à ce que ce CNT-là vienne. Ce CNT-là prenait les mêmes avantages que. Donc, c'est après l'interpellation de ces deux qu'ils ont compris qu'eux ici sont dans l'inégalité. Donc, ils ont voté une loi, donc ils ont amené à la Cour constitutionnelle une première fois qui a renvoyé, qui a montré qu'il y avait des aspects qu'il fallait éclaircir dans cette loi-là. Donc, ils ont repris, ils ont renvoyé, et la Cour constitutionnelle a acté. Et ensuite, cette loi a été envoyée pour promulgation au président de la transition en ce temps. Donc, la loi a tellement duré sur la table de la présidence que les gens se demandaient pourquoi le président n'arrivait pas encore à promulguer cette loi, jusqu'à ce que advienne maintenant pour la validation de la charte pour la paix. Un bon matin, on se lève et on voit que vraiment cette loi qui a duré dans les tiroirs, en fait, a été promulguée. Mais maintenant, les gens se demandent, est-ce qu'une loi est rétroactive? Peut-être que je ne suis pas juriste, mais ce que nous savons, la loi ne prend effet qu'à la date de la signature. Mais cette fois-ci, on a eu le courage quand même de rétropédaler pour dire que la loi, elle prend effet au début quand même de la mise en place du CNT. Et là c'est là où la question se pose. Maintenant, si on dit la loi, elle n'est pas rétroactive, elle ne prend acte qu'au moment de la signature. Et on nous demande cette fois-ci de faire exception, de retourner. Maintenant, est-ce que réellement... elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Est-ce que réellement cette loi-là, dans les prochaines années, ou bien est-ce que ça ne va pas créer de problèmes? Donc les gens... Trop de questions à se poser. Bon, d'autres analystes aussi disent que non, quand vous prenez le décret de promulgation, il prend effet au jour de signature. Et là, si c'est ça aussi, ça va causer problème parce que là, ils ont fait à peu près 1 ou 2 années, 2 ou 3 années à prendre ces avantages-là. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Maintenant, les jours prochains vont nous édifier vraiment de tout ça. D'accord, pour rappel ici par rapport à nos téléspectateurs, cette loi réglemente les budgets 2020, 21, 22. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça la rétroactivité de cette loi. C'est quand même... le Mali, c'est un pays atypique, il faut le dire. Entre guillemets, on va dire. On va rajouter ça. D'accord. En tout cas, ce qui se passe dans ce pays surprend même ceux qui dirigent ce pays, je crois bien, parce que on ne peut pas gouverner dans le vide, après mettre la forme et dire tout ce qu'on a fait rentre dans cette forme-là. Ça, c'est vraiment prendre les autres là pour je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment... c'est pourquoi moi, je dis chaque fois que je vois des intellectuels, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs ou des professeurs d'université, je dis vous avez laissé le vide et les, entre guillemets, les cervelets sont venus occuper ces vides-là. Et aujourd'hui, on ne vous croit plus parce que vous n'êtes plus audible. Ceux qui sont audibles aujourd'hui, c'est ceux qui crient, ceux qui savent crier. Et c'est vraiment très dommage
qu'on laisse. Et moi, je prends toujours le cas sénégalais. Quand il y a un problème dans un pays, les intellectuels bousculent les plateaux télé, les plateaux radio pour venir donner leur point de vue. Non seulement leur point de vue, mais des points de vue scientifiques, des points de vue légaux sur la situation du pays. Et aujourd'hui, ça s'est fait au vu et aussi on a combien de facultés de droit ici dans ces pays-là, on a combien de juristes dans ces pays, on a combien de gens qui se disent experts dans ces matières-là, sur ce secteur-là. Aujourd'hui, on nous dit, dans un document de le journal officiel, hein, je parle sur le contrôle du journal officiel, où on nous dit que l'article 10 nous dit tous les indemnités et autres avantages perçus par les membres depuis la mise en place du CNT demeurent acquis. Pourtant, ça a été décrit et il y a eu des arrestations. Il y a eu même, comme Moussa l'a dit, la Cour constitutionnelle avait même retoqué une loi qui semblait être passée en catimini au CNT. Oui. Et la Cour constitutionnelle avait retoqué cette loi qui a valu même le tollé qu'on a vu sur les réseaux sociaux et autres là. Donc, c'est vraiment très grave qu'on puisse gouverner un pays de la sorte. C'est vraiment à la limite une insulte pour toute cette élite intellectuelle qui est là, qui ne fait rien, qui accepte. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est... Vous savez qu'au Mali, on a aussi ce talent de juger toujours le passé et pas le présent. Et non pas prévenir. Parce que quand on voit cette loi, ces textes-là, on voit qu'il n'y a pas de prévention dedans. Il n'y a pas aujourd'hui dedans. Et demain, ça va reprendre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas prendre tout ce que vous avez pris illégalement et dire que c'est légal. Et depuis quand? Si la justice joue son rôle de veille, je crois qu'ils vont répondre devant ces mêmes pôles où l'ami de Moussa Temine est en garde à vue aujourd'hui, et on aura vu beaucoup de Issara Sidibé ou de Mamadou Vieux Touré, parce que ou même Garasouba. Je crois que parce que c'est effectivement le même cas qu'on est en train de vivre pour les protéger. Et je crois que ça doit pas protéger, ça doit pas passer comme ça. Et on doit faire, parce que c'est très grave ce qui se passe, Fadima. On prend tout à la légère, et ça c'est très grave. On ne peut pas promulguer une loi le 31 juillet 2025 pour dire que ça prend en compte 2020, 2021 et 2022. Ça c'est vraiment pas sérieux. Je suis pas du tout, je ne sais pas du tout. L'incompréhension pour vous? Non, je ne sais pas comment ce pays va sortir de cette ornière. Parce que si tout le monde qui vient se prend pour un prince, et quand il sera parti seulement qu'on pourra l'interpeller, on pourra le recadrer, c'est vraiment pas pour un pays qui va se développer, c'est pas un pays qui va s'avancer. D'accord. Moussa, quelle projection pour vous par rapport à ça? Vous savez, quand j'entends Soulou parler, Soulou parle comme si nous étions dans un pays normal. Il faut qu'il sache que nous sommes dans un pays d'exception en fait. Quand l'exception s'aventure, la loi là, on la met de côté. Mais est-ce que non, j'arrive, Arima. Moi, quand j'ai dit, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Soulou même vient de nous dire tout de suite, il essaie tout de suite, on vient de voter une constitution en 2023. La constitution est très claire. La constitution même elle-même, elle le dit, pour accéder au pouvoir suprême de l'État, il faut passer par les urnes. Et cette constitution qui a été votée contre vent et marée par ces mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le président lui-même est sorti dans un discours où il a dit pour accéder au pouvoir suprême de l'État, il ne faut pas aller forcément par les urnes. Pas des gymnases, je ne sais comment. On va réunir une centaine de personnes dans une salle de conférence. Et ces gens-là décident à ce que on octroie 5 ans au président, qui passe maintenant au président, non seulement de la transition, mais au président de la République. Et on octroie encore 5 ans renouvelables sans passer par les urnes. Et on parle, nous dit, jusqu'à ce que le pays soit stable.
Et maintenant, mais de quelle légalité toi tu cherches encore dans cette affaire? Chose qui n'est absolument pas configurée dans la Constitution. Configurée, donc ça veut dire, il faut te mettre en tête que nous sommes dans une période d'exception. Et la période d'exception là, donc tout ce qui vont passer aujourd'hui va se situer dans ce contexte. Je te prends une autre loi qui dit, quand on parle aujourd'hui de jugement de l'avion présidentiel, d'achat d'équipements militaires, de tout là, mais c'est parce que il y a un président qui a accepté à ce qu'on audite la gestion. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui te dit tout ce qui se fait sous cette transition, tout ce qui concerne l'achat des équipements sous cette transition, elle ne serait pas évitée, elle est placée secret défense. Secret défense. Donc, c'est pour te dire que quand on exerce des pouvoirs, surtout dans une période exceptionnelle, il faut s'attendre que, par finir, chacun se cherche, chacun essaie de protéger ses arrières. Maintenant, ça va dépendre, comme tu l'as dit, tu viens de le dire, à chaque fois au Mali, on ne prévient pas. Toujours, nous sommes dans l'éternellement et recommencement, parce que toi, tu le fais, tu pars, celui qui vient derrière toi essaie de se rendre encore plus. C'est lui qui est peut-être qui aime imposer la loi pour essayer. Et je pense que ça, nous n'allons pas finir, parce que ce que tu viens de dire, peut-être si quelqu'un d'autre vient, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, peut-être, ce dossier peut faire surface pour dire, bon, voilà, tant. Donc, c'est pour te dire, aujourd'hui, nous sommes dans une période d'exception. Donc, tout ce qui va se passer, je le dis encore comme Maître Konaré l'a dit une fois, et la vidéo commence à continuer à circuler aujourd'hui. Maître Konaré t'a dit aujourd'hui, dans le moment où nous sommes là, c'est-à-dire, on ne parle pas de droit, mais on parle des armes. Et c'est les armes qui parlent. Mais Maître Konaré l'a dit. Ça, ce sont les dits de Maître Konaré, j'ai dit. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période exceptionnelle. Et surtout, ce n'est pas facile, parce qu'en période de crise, c'est compliqué de gérer les choses comme si nous sommes dans un état normal. Et aujourd'hui, la crise s'accentue avec l'action sécuritaire et tout. Donc, il y a de ces trucs qui ne sont pas permis, et je pense qu'ils ne vont pas accepter que ça se fait comme si nous sommes dans un état où tout va bien. Donc, il faut le mettre ça dans ce carcan-là et te dire que, voilà, ça doit se faire parce qu'il doit se protéger. Mais il a fallu aussi, ce qui m'a un peu, comme tu le dis, parce qu'aujourd'hui, même la parole, elle est compliquée pour ces intellectuels-là. Tu vas venir débattre. À quelle fin? Tu finis de donner ton opinion, peut-être si quelqu'un, même toi-même, tu sais que ce que la personne dit, peut-être ça va dans le droit, tu ne fais pas ça, demain tu vas te retrouver dans des problèmes que tu n'imagines pas. Donc, ce qui fait que les intellectuels aujourd'hui, même à force de se faire insulter, qui veut se faire insulter chaque jour? Qui veut voir son père et sa mère se faire insulter par des gens que tu sais en temps normal et qui ne te vont même pas à la cheville? Donc, les injures qui sortent, tout ça, donc les intellectuels maintenant ont peur à chaque fois de se voir insulter des pères et des mères par des gens en temps normal qui ne te vaut pas la cheville. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les intellectuels aussi ont laissé la place publique maintenant à cet OK, comme tu l'as dit. Donc, maintenant, chacun observe le déroulé de la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que, comme tu l'as dit, il a fallu que les autres soient interpellés. Moi, au niveau du CNT, il y a des enseignants de droit qui sont là-bas, qui sont au niveau du président de la commission de loi. C'est un professeur en droit. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens de droit qui sont là-bas n'ont pas eu cette réflexe-là pour dire les droits et avantages que nous sommes en train de prendre dès le début, est-ce qu'elles sont légales? Sur quelles lois elles sont basées? Moi, je pense que c'était le béaba quand même de vérifier tout ça avant de vous octroyer. Mais il ne faut pas attendre à ce que Soulo d'abord soit interpellé pour quelque chose avant que moi je me rende compte, je prends les mêmes avantages que Soulo et Soulo est interpellé pour ce même problème-là. C'est là où moi je vois que je suis dans l'illégalité et maintenant j'essaie de réparer. Et en droit, on dit la loi elle n'est pas rétroactive. Maintenant, moi je ne sais pas cette rétroactivité, ce pédalage-là qui se fait, peut-être les juristes et peut-être peuvent nous en dire. Et peut-être aussi la Cour constitutionnelle qui m'a habilité quand même à respecter la loi. Et je pense que peut-être ils savent comment ils l'ont fait. Et puis bon, voilà. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Voilà, donc on observe tout ça, on observe cette gestion du pays. Voilà, il y a eu aussi quelques petits plaidoyers sur ce plateau. C'est ça aussi qui fait l'entretien brut, qui a été quand même très brut, j'espère, à votre goût. Voilà, nous allons prendre notre sujet régional. Il s'agit d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On a pu voir en date du 9 août dernier, les Ivoiriens étaient dans les rues pour manifester contre un quatrième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Soulo, on a beaucoup vu, hein?
Oui, effectivement, le samedi dernier, on a vu des Ivoiriens sortir Yopougon, parce que Yopougon, quand même, c'est le fief. Yopougon. Yopougon, c'est le fief de FPI, qui est aujourd'hui PPACI, je crois. Dirigé par Laurent Gbagbo qui est l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Lui et les autres PDCI et tout, de Tidjane Thiam, qui ont fait appel aux Ivoiriens pour non seulement contre la candidature, le 4e mandat de Alassane Ouattara, mais aussi pour leur exclusion de ces processus-là. Il faut rappeler que ni Gbagbo, qui a été reconnu non coupable par la CPI, mais condamné par sa justice, et qui n'ayant pas bénéficié de la grâce présidentielle à lui accordée par Alassane Dramane Ouattara, donc ne peut pas être candidat à sa succession. Oui, pas à sa succession, mais à la présidence, malgré son âge avancé. Et Tidjane Thiam s'est vu confronté à sa nationalité, parce que il a été question, parce que dans la loi ivoirienne, quand un adulte prend la nationalité, c'est-à-dire à partir de 20 ans, quand vous prenez une autre nationalité autre que ivoirienne, ce qui veut dire que, parce que vous, en connaissance des causes, vous prenez en étant majeur, j'allais dire, vous prenez une autre nationalité, vous êtes d'office exclu d'être président de la République. Et c'est ce qui est arrivé à Tidjane Thiam. Malgré son renoncement à la nationalité française, l'État ivoirien l'accuse d'avoir pris la nationalité à l'âge de 20 ans en France. Donc, ce qui lui a posé comme problème, mais lui, il continue de nier qu'il n'a qu'une seule nationalité, et c'est celle ivoirienne. C'est vrai, c'est un neveu de Félix Houphouët-Boigny, c'est vrai que c'est la famille de Félix Houphouët-Boigny, mais la loi est claire. Donc, ils ont appelé les Ivoiriens, ils sont sortis massivement, et on a vu la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie, c'est aussi permettre à ceux qui sont contre vous de montrer, de manifester en toute responsabilité, en toute tranquillité, j'allais dire, leur mécontentement et leur désapprobation s'il s'agit de la marche du pays. C'est pas parce que sur 1 million, parce que Laurent Gbagbo a parlé un peu plus d'1 million d'Ivoiriens qui sont sortis, et sur la totalité de la population ivoirienne, vous allez trouver que c'est anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique, c'est parce que tout part de là. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Alassane Dramane Ouattara, en faisant cela, est-ce qu'il se soucie réellement de tout ce qu'il a bâti pendant ces 3 derniers mandats? Parce que 3 derniers mandats lui font aujourd'hui 15 ans au pouvoir. Il a bâti la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand on va en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire louent le travail abattu par l'équipe de Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on veut nous faire revenir vers l'année 2000-2002 pour encore faire vivre, et non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi les pays voisins de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, la crise ivoirienne n'a épargné aucun pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous, on regarde, et si Alassane Dramane Ouattara était sage, il pouvait peut-être laisser la main comme il avait fait en 2000, lors de son deuxième mandat, avec Ahmed Bagayoko, Amadou Gon Coulibaly. Il aurait trouvé un dauphin à qui il devait laisser la main pour ne pas avoir affaire à cette sortie massive qu'on a vu, et que les Maliens ici ont applaudi, alors qu'ici ça ne se permet pas. Merci beaucoup Soulo. Je vais me retourner vers Moussa. Moussa, vous aussi vous constatez que ça a été une manifestation de la beauté de la démocratie, pour reprendre les mots de notre confrère? Oui, vous savez, Fadima, c'est ça, comme on le dit, la beauté de la démocratie. Mais moi, parfois, quand les gens accusent le président Ouattara, moi, ça m'étonne, parce qu'on ne peut pas ne pas se coller au texte. Il a fait 2 mandats.
les 2 mandats sont permis par la Constitution ivoirienne. Et pendant ces 2 mandats, les Ivoiriens ont accepté à ce qu'il y ait un référendum pour encore changer la Constitution. Donc ça veut dire, au moment où une nouvelle Constitution est promulguée, donc ça veut dire qu'on repart à 0. Donc ça veut dire qu'il a refait son premier mandat encore de la 2e ou 3e République. Donc ça veut dire qu'il a encore eu un autre mandat possible à le faire. Donc ça veut dire que la Constitution lui permet d'être candidat. Ben, maintenant, moi, l'aspect peut-être où je ne serais pas trop d'accord avec Alassane, peut-être ça serait sur l'aspect d'ivoirité. Donc lui-même, il a été buté. Parce que nous savons, juste après le décès de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, qui est le père de la nation, avec Bédié, il était confronté à ce problème d'ivoirité, qu'il a même voulu ne pas être candidat en Côte d'Ivoire. Après Bédié, il y a Robert Gueye qui est venu. Ça aussi, il était buté à ce même problème d'ivoirité. Lors du premier mandat de Bako, c'était la même chose parce qu'il était prévu qu'il n'est pas éligible parce qu'il n'était pas ivoirien. Pour d'autres, il est burkinabé. Donc, ça a tellement couru, mais en ce moment, puisque ça ne tient pas, parce que la nationalité, puisqu'il a occupé des fonctions, des hautes fonctions étant depuis le temps d'Oufoué, donc il s'est battu, donc par fini avec la complicité, l'intervention de la communauté internationale. Il a pu se présenter avec Bako lors de son 2e mandat, il a passé. Donc moi je pense que pour cette affaire d'ivoirité, peut-être lui il serait un peu mal placé de juger, puisque toi tu es passé par ces mêmes fléaux-là. Et puis là, le problème c'est que ce que je crains, comme Soule l'a dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup bâti la Côte d'Ivoire, même si nous le savons, avec plusieurs dettes sur la tête des Ivoiriens. Même 3 générations des enfants ivoiriens ne finiront pas à payer cette dette-là. C'est vrai, endetté, mais vraiment, il a pu transformer la Côte d'Ivoire. Et là, où dans son discours, quand il déclarait sa candidature, il a bien dit qu'il ne peut pas aller en ce moment où vraiment la Côte d'Ivoire est butée à des problèmes sécuritaires et trucs. Il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. Comme si après lui, il n'y a personne qui peut gérer la Côte d'Ivoire. Mais nous le savons, l'âge ne le permet pas. Aujourd'hui où il est aujourd'hui, il est âgé. C'est vrai, à chaque fois, il est dans des visites médicales, que Dieu nous en préserve. Mais si lui n'est pas là, est-ce que la Côte d'Ivoire va s'arrêter? Non, je rejoins ce que Soula a dit. C'est-à-dire, en Afrique, nous avons ce complexe-là. C'est-à-dire, les dirigeants n'ont pas le réflexe d'anticiper, de préparer vraiment leur relève. Parce que pour eux, il faut rester jusqu'à mourir au pouvoir. Alors que le pouvoir, là, parfois, il faut passer la main, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire, tu fais ton temps, tu prépares quelqu'un qui vient. Parce que généralement, les dirigeants aussi ne sont pas blancs en neige, parce qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui, ils quittent et que le pouvoir tombe dans la main d'un de ses adversaires qui peut vraiment, peut-être dans le futur, lui créer des problèmes. Donc, il est obligé de protéger ses arrières, certes. Mais laisser aussi, comme on le dit, cette population à marcher, c'est un droit constitutionnel. Il est dit ici, puisque légaliste, c'est un droit constitutionnel, et c'est ce qui fait la beauté de la démocratie en fait. Mais je salue aussi comment dire, le courage et le sens des responsabilités de ces opposants-là, parce qu'ils ont su marcher sans bruit, sans casser ni rien. Les gens ont montré leur mécontentement, mais ça serait encore aussi compliqué aujourd'hui que Bago ou bien Tcham n'arrive pas vraiment à ces élections-là, parce qu'il faut craindre. Bago, ce n'est pas n'importe qui après ce procès-là, puisque les dirigeants ont devoir aussi parfois, Fadima, à donner de l'importance, à donner de la puissance à ses adversaires. Pour moi, aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu as les appareils de l'État. C'est toi, mais qu'est-ce que ça t'empêche aujourd'hui de laisser peut-être un Bago, peut-être qui ne serait même pas candidat, peut-être qui est avec l'âge, qui aurait. Même maintenant, la crainte, c'est quoi? Parce que tu sais de la manière dont tu es venu. Et si quelqu'un veut venir de cette manière-là et que tu sais que les soutiens qui t'ont amené aujourd'hui ne sont plus avec toi, risquent d'être avec l'autre, donc tu es obligé de te barricader. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette sens de responsabilité-là de quitter quand il le faut. On s'accroche et par finir, on finit comme un vulgaire alors que tu avais tous les privilèges de quitter. Donc je pense que la démocratie a triomphé, mais il faut craindre, parce que tu l'as dit, déjà en 2002, on sait comment ça s'est passé avec la crise ivoirienne, ça va toucher, parce qu'aujourd'hui, les pays, si cette crise doit encore reprendre, ça veut dire tous les pays limitrophes qui s'approvisionnent aujourd'hui au niveau du port de la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Donc, les déplacés
dans un contexte où les pays limitrophes avec la Côte d'Ivoire ne sont même pas stables sécuritairement, ça serait même encore un nid encore pour ces terroristes-là encore, même de pouvoir davantage déstabiliser les autres pays. Je pense que il serait charge, comme on l'a dit, parce que j'ai vu même un communiqué des Nations Unies qui demandait à ce qu'on laisse quand même Thiam et se présenter. Donc il y a tout ça. Donc je pense que, en tant que, comme il a dit, il a l'expérience de la chose, il a passé par beaucoup de voies. Bon, je pense que l'intérêt suprême des Ivoiriens va prévoir sur cette affaire-là. D'accord, merci beaucoup, chers collègues. Il est l'heure pour nous. Le temps nous fait vraiment défaut sur ce plateau aujourd'hui de Mandé TV. Nous avons bouclé nos sujets, pour certains, affaires à suivre. Voilà, on va regarder de très très près téléspectateurs de Mandé TV et quand l'occasion le permet, à chaque fois, nous ramenons nos sujets ici, affaires à suivre, pour savoir l'évolution de ces dossiers-là. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, j'ai sur ce plateau Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on se dit à la prochaine. À la prochaine, et avant de quitter, salutations à nos diasporas. À la diaspora qui nous regarde et merci à eux. Moussa Tembine, on se dit sûrement encore à la prochaine. Hein? Ouais, je te salue surtout, moi, je salue les téléspectateurs, mais moi, mes salutations vont aux hommes de l'ombre qui sont ceux qui sont à la régie, à la caméra, c'est ce que je dis. On nous voit peut-être bien habillés, comme Soulo a l'habitude de le dire, changement de look, mais ce sont eux qui mettent les petites touches, les maquillages de Fadima pour la rendre plus belle, le son pour la rendre plus audible. Donc, ce sont eux que nous saluons, et surtout ces téléspectateurs-là, et nous prions pour que vraiment le bon Dieu puisse sauver le Mali. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Mali, et nous aimerons quand même que le Mali il revienne comme au temps d'antan où Soulo peut aller chez lui aujourd'hui, sans crainte, parce qu'aujourd'hui, quand Soulo quitte Bamako pour aller chez lui, c'est des prières avant qu'il n'arrive et qu'il retourne à Bamako. Donc nous prions pour que vraiment le Mali soit un pays stable, un Mali envié de tout le monde, où vraiment les activités pourront reprendre et que chacun pourra mener ses activités sans crainte. Merci beaucoup, Soulo. C'est magnifique ce petit message à l'endroit des Maliens. C'est terminé. Vous avez dit Soulo. Plutôt Soulo, c'est terminé. C'est la même chose. Pardon. C'est la même chose. C'est le Dogon. Hein. C'est la même chose. Un Dogon égale à un autre Dogon, ça c'est sûr et certain. Voilà, merci beaucoup, Bourema Soulo, Moussa Tembine. Voilà pour ce décryptage sur le plateau de Mandé TV. Encore une fois, grand merci à la régie, effectivement, qui assure cet enregistrement. Téléspectateurs de Mandé TV, allez-y sur nos pages également, YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour un autre entretien brut sur ce plateau. Au revoir.